La Suède devient officiellement le 32e pays membre de l'OTAN et met ainsi fin à plus de 200 ans de neutralité. L'extrême droite s'implante dans le paysage politique portugais et devient la troisième force du pays à l'issue des élections législatives. Les importations d'armes ont plus que doublé en Europe entre 2019 et 2023. Par ailleurs, la France est désormais le deuxième fournisseur d'armes au monde. Devenu le 32e membre de l'OTAN, ce lundi 11 mars, le drapeau de la Suède a été hissé au siège de l'Alliance à Bruxelles. Stockholm avait décidé de rallier l'OTAN après que la Russie a envahi l'Ukraine. Bien que la neutralité militaire fait partie de l'identité du pays, 2/3 des citoyens soutiennent la décision du gouvernement. I think it's very good because then we have a protection if Russia is going to bomb us. Me personally, I don't think that we should join the NATO. So yes, because I don't think war is good for anyone. Pour cet expert, la Suède jouait un rôle dans l'Alliance. Le pays était impliqué dans un partenariat pour la paix, mais selon lui, cette adhésion prend une autre tournure. Participate in NATO's fully in NATO's operational planning. Two is to sit at the table where the decisions are taken and actually take decisions together with the other allies. And the third is, of course, most important. That is Article 5. The mutual security guarantees. Šveđani dobro pamte i 81. godinu prošlog veka kada je 11 dana trajao diplomatski spor Stokholma i Moskve upravo zbog jedne sovjetske podmornice s nuklearnim oružjem. Pour les opposants, cette décision de rejoindre l'OTAN est antidémocratique. Selon eux, le peuple aurait dû être consulté, comme cela l'a été pour d'autres décisions. You know, we had referendums about EU, about Euro. You know, we had our say about NATO, which is a much bigger thing. But I think it took a kind of big crisis like this war to convince this population, because we love neutrality. We had a general election in September. The decision to join NATO was made in May. And this means that the popular opinion obviously had not very much to say about the decision to switch completely our security policy. En rejoignant l'Alliance Atlantique, la Suède met fin à 200 ans de neutralité et de non-alignement militaire. La ratification de cette accession a été obtenue après de longues négociations avec certains membres de l'Alliance. Moscow-installed occupation authorities opened early voting in temporarily occupied territories of Ukraine for Russia's presidential elections on the 10th of March that will last until the 14th of March. Kremlin news via TASS reported on the 10th of March that early voting started in occupied Donetsk region, but noted that early voting in the areas close to the front line has been going on since the 25th of February. Ukrainian Luhansk region military administration head Artem Lysogor stated that 2,600 so-called Luhansk People's Republic Election Commission officials have been conducting door-to-door campaigning for the past 20 days. According to the Russian Interior Ministry, there are about 2.8 million residents in the temporarily occupied territories of Ukraine who are now Russian passport holders. Russia makes access to services in these regions, including social services and healthcare, conditional on the receipt of Russian passports. Those who refuse will become foreign citizens or stateless persons starting from the 1st of July 2024. There is a realistic possibility that individuals will be deported or face detention after this date if they don't have Russian passports in what the UK Defence Ministry calls, quote, a relentless Russification policy. The Institute for the Study of War continues to assess that the Kremlin and Russia-installed occupation officials intend to falsify votes in support of Russian President Vladimir Putin and fabricate a large voter turnout in an attempt to legitimize Russia's occupation of Ukraine to the international community. En l'espace de 5 ans, l'extrême droite s'est imposée dans le paysage politique portugais. Chega a obtenu 18% des suffrages lors des élections législatives anticipées de dimanche et devient ainsi la troisième force politique pour une formation qui ne comptait jusqu'à maintenant qu'un seul député. Les analystes voient dans ce succès le signe d'un mécontentement des électeurs à l'égard des partis traditionnels.
Portugal, neste momento já não foge àquilo que tem sido a tendência em alguns países europeus, onde há um crescimento da direita populista, radical, extrema-direita, mas eu não sei se todos esses, como até reconheceu o líder do Partido Socialista ontem à noite, eu não sei se todos as pessoas que votaram no Chega, 1.100.000 que votou no Chega, se reconhecem algumas das coisas, ou nessa família política da extrema-direita. É seguramente, isso eu vejo como um voto de protesto. Há uma grande insatisfação no país. Si cette tendance se confirme, le Portugal se prépare à ouvrir un nouveau chapitre de son histoire politique lors des élections européennes de juin. Le pays pourrait contribuer au renforcement de l'extrême droite au Parlement européen. A minha expectativa é que o Chega eleja deputados que neste momento não tem e, portanto, que passa a ser uma força representada também no Parlamento Europeu, mas aí, Isabel, também é um pouco a tendência que nós temos assistido aos últimos anos no Parlamento Europeu, que é um enfraquecimento, vamos lá ver, dos partidos de centro, centro-direita e centro-esquerda, e um crescimento gradual dos extremos. La coalition de droite Alliance démocratique a remporté avec une très faible marge le scrutin de dimanche devant le Parti socialiste. Ce changement de majorité à Lisbonne aura un impact au Conseil européen qui rassemble les chefs d'État et de gouvernement de l'Union. A confirmar-se que a AD forma governo, passa a haver só 4 primeiros-ministros ou chefes de governo do Partido Socialista e, portanto, obviamente que isto terá consequências naquilo que será a política também portuguesa sobre a União Europeia. Toutefois, la composition du prochain gouvernement portugais s'annonce difficile. La droite promet de ne pas collaborer avec l'extrême droite. Or, l'Alliance démocratique ne dispose pas de majorité et le soutien des libéraux ne sera pas suffisant pour obtenir le nombre de sièges nécessaires. C'est une conséquence directe de la guerre en Ukraine. Les importations d'armes en Europe ont plus que doublé entre 2019 et 2023. Un bond de 94% sur les 5 dernières années qui s'explique principalement par les craintes d'une attaque de Moscou. C'est ce qui ressort du nouveau rapport du CIPRI, l'Institut international de recherche sur la paix, basé à Stockholm. L'Ukraine est ainsi devenue le 4e importateur mondial d'armes et le premier sur le continent européen. Le pays représente désormais à lui seul près de 5% des importations mondiales d'armes, contre 0,1% dans la période antérieure à l'invasion russe. Globalement, plus de la moitié des importations d'armes en Europe, soit 55%, proviennent des États-Unis, premier exportateur mondial. Le pays est suivi par la France, qui devient le 2e vendeur d'armes au monde. Paris a bien réussi à vendre son avion de combat, le Rafale. La France a remplacé la Russie dont les exportations d'armes ont chuté de 53% entre 2014 et 2023. D'après le rapport, cette course globale aux armements, qui n'a été ralentie ni par la période Covid, ni par la récession mondiale, va se poursuivre. Le 11 mars 2004, une série d'explosions a secoué des trains de banlieue à l'entrée de la gare d'Atocha à Madrid, faisant 191 morts et 1800 blessés. C'est à ce jour la plus grande attaque djihadiste perpétrée sur le sol européen. 20 ans plus tard, les événements de cette journée sont encore vivants dans la mémoire des victimes et de toute la société espagnole. Es un día que jamás se borrará de mi memoria. Podría contar minuto a minuto qué es lo que pasó aquel día y el resumen final es que mi hermano fue asesinado en el tren de Santa Eugenia. Los ataques del 11M en Madrid en 2004 supusieron el primer gran golpe del terrorismo islámico en suelo europeo. Fue el despertar de Europa ante la amenaza yihadista, provocando un cambio significativo en la respuesta antiterrorista europea. Celui-ci rappelle que l'Europe a mis du temps à réagir. La Unión Europea no aprueba una estrategia antiterrorista común hasta el año 2005, como reacción a los atentados de Madrid de 2004 y a los atentados que tuvieron lugar un año después, en julio, en Londres. Selon lui, la réponse européenne commune a été cruciale pour faire face aux menaces djihadistes au cours des 2 dernières décennies. El primer cambio evidente es que, aparte de tomar conciencia del problema y como consecuencia de esa toma de conciencia, se aportaron muchísimos más recursos
para las fuerzas y cuerpos de seguridad y para los servicios de inteligencia que sirvieran para hacer frente a la amenaza, ¿no? 20 ans plus tard, l'hommage aux victimes rappelle les conséquences dévastatrices de l'extrémisme et la nécessité de rester vigilant dans la lutte contre le terrorisme. Sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est, seules quelques personnes étaient présentes dimanche, veille du Ramadan. Cette année, ni décoration ni festivité particulière. Les restrictions d'accès à l'esplanade des mosquées ont tout de même été levées, mais les autorités israéliennes qui sont en état d'alerte multiplient les contrôles autour de la mosquée Al-Aqsa, troisième lieu saint de l'islam. C'est dans ce climat tendu que Benny Gantz, ministre du cabinet de guerre israélien, a publié un message d'apaisement dimanche. בימים אלו מדינת ישראל נמצאת במערכה קשה שהחלה במתקפה הרצחנית של מחבלי החמאס על אזרחי ישראל כולם ובהם גם מוסלמים. המלחמה שלנו היא אינה נגד האסלאם, אלא נגד מי שפגעו בערכי האסלאם. נגד מי שעשו פשעים נגד האנושות וביקשו גם לקרוע את החברה בישראל ואת עתידנו המשותף. Dans la bande de Gaza, l'armée israélienne poursuit ses opérations. Dimanche, Tsahal a mené plus de 60 raids aériens qui ont fait, selon le Hamas, au moins 85 morts dans le centre et le sud du territoire, notamment à Khan Younes. Alors que les espoirs d'une trêve pour le Ramadan s'éloignent, les habitants restent dans l'inquiétude d'une offensive à grande échelle dans la ville de Rafah, où se sont réfugiés plus d'1,5 million de Palestiniens ayant fui les combats au nord de l'enclave.